Smart et réglo. On va faire un point. Alors là, vous allez voir, c'est sérieux parce que ce sont des choses comme ça qui sont à bas bruit pour le grand public. Mais le droit bouge, le droit est vivant. Et les avocats sont en première ligne, évidemment, pour nous éclairer. Delphine Karamali, merci d'être avec nous. Vous êtes avocate en restructuring au cabinet Clifford Chance et cofondatrice du réseau Women in Restructuring. Je l'ai bien dit ? Parfaitement. C'est bien, hein, tout va bien jusque-là. Là, ça va se corser un tout petit peu, Delphine, parce que vous êtes venu nous parler aujourd'hui de tout ce qui avait bougé ou qui allait bouger, parce que quand on regarde tout ce qui a été fait, rapport Ricol, rapport Richelme, toutes sortes de travaux qui sont menés par des experts et qui vont faire bouger le droit. Le droit bouge en ce moment à cause de cette crise Covid ? Alors oui, le droit bouge, ou en tout cas va beaucoup bouger, disons. Plusieurs chantiers sont en gestation. Rappelons que ces derniers temps, le taux de faillite enregistré était historiquement bas. Du jamais vu. Du jamais vu. Plus bas taux de défaillance de ces 30 dernières années. Ce n'est pas un indicateur de bonne santé économique et de création de richesse, bien au contraire, puisque c'est un baromètre de mise sous cloche de nos entreprises qui ont bénéficié de tout un dispositif les mettant dans une situation de sous-perfusion, tant d'un point de vue financier que d'un point de vue juridique, avec les aides d'État d'un côté et les dispositifs dérogatoires à telle enseigne que les dirigeants d'entreprise, quand bien même l'entreprise était en état de cessation des paiements et remplissait tous les critères du dépôt de bilan, n'étaient plus tenus ces derniers temps par la déclaration d'état de cessation des paiements, qui est le début du déclenchement de la procédure de faillite consécutive. Non, j'y reviendrai. C'est pas le début de la fin, ça peut être le début d'un renouveau. D'un renouveau, très bien. Il y a de l'espoir dans ce que dit Delphine, tant mieux. Il y a 4,5 d'entreprises en France. On redoute entre 100 000 et 150 000 faillites de TPE sur les prochains mois. TPE. Donc, vu le nombre d'emplois concernés, la préoccupation est quand même légitime du côté des pouvoirs publics. Et en effet, il y a une mobilisation, que ce soit Matignon, Bercy, la chancellerie, autour des dispositifs à mettre en place pour un accompagnement de sortie de crise, ce qu'on appelle la gestion de sortie de crise. Exact. Donc oui, il y a eu un rapport qui a été commandé par notre garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, auprès de M. Richelme, rapport rendu consacré au TPE, rapport rendu en février dernier. Mon ami René Ricol a rendu quant à lui son rapport au commissaire aux investissements, a rendu son rapport à Jean Castex sur la fluidité des relations entre d'une part les AGS et d'autre part les administrateurs judiciaires et les liquidateurs. Ça c'est une bombe hein, quand même. Hein. Excusez-moi, les administrateurs judiciaires, la manière dont avant Covid on gérait la cessation d'une activité avec des administrateurs qui parfois étaient pointés du doigt, parfois, pas toujours. Bon voilà, il met les pieds dans le plat. On va y revenir. Ensuite, il y a l'Assemblée nationale qui s'est également emparée du sujet, puisqu'il y a une commission parlementaire présidée par le député Romain Gros qui travaille et pour être force de proposition avec différents praticiens. Je suis moi-même auditionnée à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Voilà. Donc plusieurs initiatives ont été prises. J'en conviens, cette profusion peut donner lieu à confusion. Pour autant, en synthèse, 3 textes. Voilà, en synthèse, 3 textes, dont 2 qui avaient été initiés. En tout cas, les chantiers préexistaient la crise du Covid et étaient indépendants de la crise du Covid. L'un, c'est sur la réforme du droit des sûretés. Le second, c'est sur la directive, donc la directive d'insolvabilité, la directive européenne qui doit être transposée en droit français. Très sensible. Et le troisième texte, pour le coup, très d'actualité, c'est le projet de texte de gestion de sortie de crise, adopté par l'Assemblée nationale le 11 mai dernier, amendé par le Sénat avant-hier, en tout cas dans la nuit de mardi à mercredi. Ça reviendra. Absolument, commission mixte paritaire le 20 mai prochain, pour essayer de faire converger les parlementaires et arriver sur un texte qui fasse l'objet d'un consensus. La philosophie, c'est quoi sur ce dernier texte ? Qu'est-ce que souhaite le législateur dans cette transition de sortie de crise ? Par exemple, il y a un dispositif qui est en cours d'élaboration, qui est le redressement judiciaire simplifié, qui est une nouvelle procédure qui existerait pour les petites entreprises de moins de 20 salariés, qui prévoirait un étalement du passif dans un calendrier selon des règles accélérées et simplifiées pour éviter d'enliser les tribunaux et faciliter le travail des dirigeants. Donc c'est la gestion de la dette, parce que cette question, elle est centrale. Absolument, un apurement du passif, un étalement de la dette qui pourra se faire sur 10 ans, d'ailleurs, comme c'est le cas déjà aujourd'hui. Sur le fond, parce que vous suivez ce dossier de près,
je ne suis pas sûr que ça soit dans les 3 textes que vous avez cités, mais il y a quand même la gestion de je paye ou je ne paye pas ma dette. Je la transforme en capital ou il faut que je la règle. Les banques, la BPI, sont évidemment aujourd'hui, ont repoussé les échéances, mais il faudra payer. Est-ce que cette question-là, puisque la transition passe aussi par le fait que l'entreprise n'ait pas de surcoût ou de remboursement d'emprunt, comment ça se gère ça, sur le plan du droit ? Alors, parce que l'administrateur va dire, vous avez un passif de 300 000 euros de PGE, il faut les rembourser. Ça rentre dans le bilan. Oui, alors la préoccupation du législateur, elle est multiple et elle est notamment s'assurer que la dette, en tout cas optimiser les chances que la dette soit remboursée, la dette auprès des banques au travers des PGE essentiellement, mais s'assurer également qu'il n'y ait pas trop de dégâts sur l'emploi et que la préservation de l'emploi reste au cœur du dispositif. Étant précisé que quand on dit faillite, on ne dit pas automatiquement chômage. Hein. Quand une entreprise est placée en redressement judiciaire par un tribunal, c'est que le tribunal a considéré que la société était en état de cessation des paiements, mais qu'elle avait par définition des perspectives de redressement, sinon le tribunal l'aurait placée en procédure de liquidation judiciaire. On lui donne une chance, pour le dire simplement. Il y a 2 manières de sortir du redressement judiciaire. Il y a le plan de continuation, qui est un plan d'appurement du passif, et puis il y a le plan de cession, c'est-à-dire une cession des actifs à la barre du tribunal de commerce, à l'issue d'un processus concurrentiel, sous l'égide des organes de la procédure. Le dirigeant travaille en étroite concertation, coordination avec l'administrateur judiciaire pour les perspectives de reprise. Juste avant de nous quitter, Delphine Caramalli, c'est intéressant ce que vous nous dites, parce que c'est les perspectives à 6 mois, voire à 1 an, sur les 100 à 150 000 TPE, avec ces mesures proposées, est-ce qu'on les sauve, ces entreprises, ou est-ce que vous dites, celles-ci, malheureusement, elles ne vont pas se relever ? Alors, en France, il y a entre 150 000, en temps normal, entre 150 000 et 250 000 emplois, plutôt je dirais salariés concernés par les faillites de leur employeur. Sur ces emplois, on arrive à en sauver environ 66% en France, ce qui est le plus haut taux. Alors, on aimerait que le chiffre soit encore plus haut. C'est bien. Mais ce qui est bien, surtout comparé à nos voisins européens. Donc, s'il y a une telle mobilisation, que ce soit des pouvoirs publics, comme je le disais, que des praticiens du restructuring dont je fais partie, c'est précisément pour que ce chiffre ne baisse pas, à minima. Alors que, on sait, malheureusement, la vague de faillite va tôt ou tard arriver. Vous reviendrez nous parler à travers un débat aussi, parce que je pense qu'il va falloir, dans les mois qui viennent, s'intéresser vraiment à cette période de transition. Elle est d'une sensibilité absolue pour voir comment le gouvernement va tout en retirant justement la seringue ou la prise, va accompagner les entreprises en difficulté, parce que c'est un enjeu pour les avocats, évidemment. Merci Delphine Caramalli d'être venue nous éclairer. Avocate en restructuring, vous nous l'avez dit, au cabinet Clifford Chance, et puis très engagée dans ce réseau Women in Restructuring, auditionnée à l'Assemblée nationale dans le cadre donc de la commission parlementaire. Mission d'information parlementaire. Absolument. Merci d'être venu sur notre plateau. On va faire une petite pause. Tiens, ça va nous faire beaucoup de bien. Je sais que vous regardez des films, forcément. Vous n'êtes peut-être pas allé au cinéma dès hier. Les salles ont réouvert leurs portes. Et Dieu sait si le cinéma, vous allez le voir avec Fanny Griesmer, et puis ça ne date pas d'hier, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a déjà très longtemps, le cinéma s'inspire du monde du travail. En usine, mais de plus en plus aussi la vie au bureau. On en parle avec Fanny. On va faire un petit peu les cahiers du cinéma versus RH. C'est la pause café.